Salut à toi, aujourd'hui petite vidéo sur la journée du 9 juin. Donc là on est directement sur EURUSD. On a toujours notre tendance baissière qui est très bien dessinée d'ailleurs. Pour l'instant on n'a pas plus d'indicateurs sur un taux de change plus élevé à court terme. Là ce qu'on va attendre actuellement c'est le taux d'inflation américain et la réunion de la BCE jeudi. Ça va pouvoir un peu éclairer. Disons que dans cette zone-là on est un peu sur une certaine, enfin, sur un certain plafond, une certaine zone de support. Ce qui devrait être un premier niveau, donc les 1,50 pour l'euro USD, à condition qu'on puisse avoir des données d'inflation assez faibles aux États-Unis, ce qui devrait sans doute moins les pousser à hausser les taux. C'est-à-dire que ça devrait se refléter sur les rendements obligataires avec un retour sous les 4%, mais un vrai en dessous des 4%, se rapprocher des 4% du moins. Ça, c'est le scénario envisageable. Et sur le DXY, si on vient regarder ce qu'on va avoir dessus, c'est sans doute une cassure et un retournement sous les 89,5. Bref. Là-dessus, c'est quelque chose d'assez envisageable. Le problème, c'est surtout le côté long terme, en fait, du risque géopolitique actuel. Donc, si on regarde rapidement, oui, c'est ça, donc on a bien le taux, le taux d'inflation. Bref, ça va pouvoir nous éclairer. Aujourd'hui, donc, ce qu'on a pu avoir, c'est les ventes de maisons existantes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que leur situation actuelle est assez rude vis-à-vis du coût du logement, des intérêts actuels. Cela montre, d'une part, alors, je vous ai déjà expliqué qu'en fait, avec le bon emploi qu'on avait actuellement, ça pouvait sans doute signaler un bon retour du marché du logement. Alors, il faut voir les choses de manière inverse. On a une meilleure activité, parce qu'on a aussi des gens qui sont localisés, parce que du coup, ils habitent. C'est encore que la vente, mais ça peut être un premier indicateur sur une réelle activité qui peut reprendre. Donc, bien sûr, c'est toujours des données qui sont à suivre. Je vais l'ouvrir à côté pour regarder un peu mieux. Voilà, donc si on se met sur, admettons, 5 ans, disons qu'on n'est pas dans un contexte hyper favorable. Donc il faudrait retourner chercher beaucoup plus haut pour vraiment avoir une activité, sur les prévisions, une meilleure activité. Donc là, on est un peu sur une baisse sur une baisse des ventes de maisons. Alors, oui, non. Alors, ça peut justifier de différentes manières. On peut avoir les baisses de taux. Il faut que ça se reflète sur les taux hypothécaires. On a des objectifs de prolongement de temps, enfin de crédit, sur la temporalité dans le temps. Alors en fait, c'est plutôt, on est sur du 30 ans, passe à 50 ans pour avoir des mensualités un peu moins importantes, ce qui devrait avoir un avantage à long terme. Bon, ça n'a toujours pas été forcément instauré. Mais on a d'une part quand même une certaine résilience vis-à-vis du contexte actuel. Donc on pourrait toujours avoir des surprises à la hausse, même les prévisions sont forcément à la baisse avec des taux élevés et du risque géopolitique majeur. Bref. Mais du coup, on a quand même une belle surprise. Ce qui devrait quand même apporter un certain soutien pour le dollar actuellement. On va se tourner rapidement sur l'aude. On va faire le point un peu sur aujourd'hui. On a comme une nette baisse d'optimisme. Bon, à part pour les entreprises, mais les consommateurs, c'est quelque chose qui est clairement pas envisageable, mais anticipable. Même si c'est surprenant d'ailleurs pour les entreprises. Et du coup là le scénario il est toujours un peu validé dans le sens où ces données-là n'apportent pas forcément de gros biais positifs sur la paire, enfin sur l'autre du moins, ce qui devrait engendrer peut-être une cassure des 0,70 actuellement. Ça c'est vraiment un niveau majeur, je vais sans doute mes break-even dans cette zone-là, dans cette fourchette. Sans doute qu'on doit avoir sans doute aussi plusieurs données load actuellement, donc pas pour la semaine. Bref, là ça va sans doute être corrélé un peu au dollar, enfin comme c'est coté en dollars. C'est sans doute, enfin on va sans doute avoir une direction assez volatile à la baisse, sans doute une cassure des 0,70, qui est clairement pour moi un scénario envisageable, dans le sens où on est dans un contexte favorable à long terme pour
l'aude, mais à court terme, on est dans un contexte assez rude. Donc on a un peu ce premier objectif d'atteint, c'est voir comment le marché va réagir. On pourrait avoir une zone de support, enfin de résistance ici, pour envisager des cassures et repartir plus bas. Bref. Ensuite, on a eu balance commerciale, on a eu une surprise quand même en Chine. Meilleure excédent, meilleure exportation, meilleure importation. Donc globalement, une meilleure activité. Après, il faut analyser chacune des composantes pour vraiment déterminer quel secteur en prime et quel secteur décline. Là, côté balance commerciale allemande, on a quand même une plus forte exportation. En regardant bien les rapports, on n'est pas sur une hyper bonne économie actuellement, en léger déclin, avec des données quand même plutôt surprenantes, je dirais. Avec une production quand même meilleure. Petite surprise quand même si on est à 0,4, c'est quand même sur une bonne production. Bref, on va pas se tourner là-dessus, c'est pas des données hyper bonnes, enfin c'est dans une certaine fourchette, on va dire. Bref, sur EURUSD, là actuellement, de toute façon, le fil actuellement, c'est la guerre en Iran, l'inflation et la politique monétaire de la BCE. Donc je trouve que les sous-indicateurs, ça, c'est seulement des petites mèches qui ont traîné dans une tendance. Donc là, mettons, c'est ce qu'on doit avoir, bah voilà, hop. Ça, c'est un peu les biais qu'on va avoir, provoqués par les sous-indicateurs que je vous disais justement. Regardons aussi la balance commerciale canadienne, qui est en plus fort excédent. On n'a pas forcément de grosses exportations. Donc on a un léger déclin, même si on a de forts investissements. Je vous invite à regarder le rapport, toutes les petites composantes qu'il y a derrière. Mais disons je trouve qu'on a une certaine balance, quand je reprends le mot, une certaine balance qu'on peut remarquer. On a des secteurs qui s'en sortent plutôt bien. Il me semble que c'est ou alors je me trompe, ça va être la construction, le pharmaceutique, et j'ai plus le troisième. Et en déclin, on a l'énergie déjà, tout simplement. L'énergie, j'en ai pas d'autres. L'automobile d'ailleurs, il me semble. De tête comme ça, il faudra que je le rouvre. Bref, du coup, pour le CAD, on n'est pas sur un biais hyper haussier actuellement. Je ne suis pas rentré dedans pour l'instant. Donc dans ce contexte-là, ça me paraît compliqué de vendre. Je pense que la fourchette, elle pourrait clairement être dans cette zone, où je vous avais parlé de cette large zone-là, et on pourrait vraiment avoir quelque chose qui ressemble à ça ici. Ou alors rentrer dans ce creux. Alors ce creux fait clairement office sans doute de résistance actuellement. Mais là on n'a pas de données favorables au CAD actuellement. Là le prochain indicateur c'est seulement la BOC. Et sans doute comme indicateur parallèle l'inflation aux États-Unis. Bref, on va revenir sur EuroCAD. Du coup, sur EuroCAD, je trouve que là, on a un setup plutôt de vente. On est revenu proche quand même de nos niveaux. Mince. C'est plutôt comme ça. Le seul problème, c'est que du coup, on a quand même ce scénario haussier. On a un risque haussier sur l'euro actuellement. Il y a un cadre qui n'est pas forcément hyper fort, mais de toute façon, comme c'est corrélé à l'euro USD, on pourrait avoir une surprise à la hausse comme à la baisse. C'est ça qui me met le doute actuellement. C'est pourquoi là, je vais sans doute me mettre en attente d'une réunion de meilleures données. Déjà, le premier, ça va être l'inflation qu'on va avoir demain. En repassant en 4 heures, on voit pas forcément hyper bien. Là, c'est la belle réaction qu'on a pu avoir ici qui peut être un premier signal, étant donné qu'on a des mauvaises données au Canada. Bref. EuroJPY, du coup, je suis pas positionné dessus, j'attends toujours. EuroGPP, je pense qu'on est proche d'un achat. On a pu envisager des ventes, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Regardez comme les taux. On a quand même un repricing aussi, on va dire. Étant donné qu'on avait quand même des discours plutôt quiche, même si on avait juste avant, justement, des prévisions quant à une BOE plutôt dovish. Donc avoir une réunion prochainement, on pourrait vraiment avoir un effet négatif si on a un repricing, en termes de vote, bien sûr. Si on a un repricing, ce niveau-là pourrait vraiment être majeur, dans le sens où
le discours de la Banque Centrale Européenne va diriger un peu le GBP à court terme. On a quand même pas mal de sous-indicateurs en termes de corrélation qui pourraient mener le GBP à perte, on va dire. Donc revenir au 0,86,2 pourrait envisager des achats, même si on a des risques de repartir peut-être un peu plus bas. Là, je vais sûrement ajuster mon risque en fonction du moment où je vais pouvoir rentrer. Euro-Aude, alors du coup, Euro-Aude, j'avais mon bon point d'entrée dans cette zone. Je n'étais pas rentré forcément dessus. Cette cassure, ça pourrait vraiment être un premier signal de reprise de l'euro face à l'Aude. Donc il n'est pas dans un contexte très favorable. Euro CHF, du coup, on rentre bien dans mon scénario que j'avais anticipé il y a déjà 1 mois et demi. Du coup, j'étais pas rentré, je suis pas rentré non plus ici. Donc là, on est sur une première résistance. Première grosse résistance. La seconde, elle serait facilement dans cette zone, même peut-être un peu en dessous. On devrait avoir un peu d'informations quant au niveau d'intervention évoqué par la banque la banque suisse. Ça pourrait permettre de connaître, ça fait un peu l'effet du ZJPE actuellement d'ailleurs, c'est connaître les niveaux d'intervention. On pourrait déjà prévoir, admettons, à ces niveaux-là, des forts risques d'intervention, donc pas dans cette zone, mais plutôt dans cette zone-là. Voilà, c'est quelque chose à suivre et analyser. Mais là, actuellement, envisager des ventes, c'est pas forcément une très bonne posture. GBP USD, du coup, alors, j'ai pas forcément TP. Alors, il était quelle heure? Je sais plus ce que je vous ai dit. Bon, j'ai pas fait de vidéo depuis. De toute manière, à l'ouverture, j'aurais peut-être pas fermé. Peut-être que lundi à 11 h, oui. Alors, ça aurait sans doute dépendu des données qu'on a eues. Mais là, dans ce contexte, on n'a pas forcément de très bonne... on n'a pas quelque chose de très favorable à court terme. Disons que le risque de retracement, il est assez important. GBP CAD, je ne rentre pas actuellement, même si pour moi, on a des probabilités assez importantes pour repartir à la baisse. Mais là, je trouve qu'on n'a pas forcément de données trop bonnes pour le CAD. Là, le seul problème, c'est que du coup, on a le changement un peu de tendance de la BOE, ce qui ne me permet pas d'avoir un biais encore trop baissier. Même si on a une belle réaction, peut-être que je vais rentrer en vente. Je vais regarder un peu le marché, comment il se comporte, de manière interne. Mais là, actuellement, une vente peut être envisageable, mais à risque avec ce niveau de résistance, même si on peut avoir des rejets, c'est pas ce qui va nous permettre de gagner beaucoup. Par exemple, un retour VWAP, si on passe en trimestriel, alors du coup on est en fin de trimestre, mais je sais pas s'il va sortir le niveau, voilà. Envisager sans doute un TP ici, c'est le premier scénario. Le seul bémol, c'est qu'on a déjà eu cette réaction ici pour retracer là. Je vais refaire mon liste de manière un peu plus approfondie pour envisager des ventes, ce qui pourrait être très envisageable, plus ou moins envisageable selon ce que pour obtenir. GBP, GPY, du coup je suis pas positionné dessus. GBP Aude, c'est pareil, on aura pu à cette bougie même d'ailleurs, c'est pas ce que j'ai fait. Les JPY, on va pas tarder à commencer le grid, donc ça va être attendez que je vérifie, ouais, ça va sans doute commencer à partir des 169, 165, enfin 160,5 pour viser les 162. Ça va dépendre, il me semble qu'on a des données cette semaine. Ah non, on n'en a même pas. Je vais attendre quand même le taux d'inflation parce qu'on pourrait aussi avoir une forte volatilité. Donc si je me positionne à la vente bêtement comme ça, je pourrais facilement me faire avoir. Et ce que je trouve relativement stupide. Du coup, USD4, j'ai déjà expliqué. USD-CHF, c'est un peu le même contexte pour l'euro CHF actuellement. ODC, pareil. Côté indice, du coup, actuellement, on va quand même mettre sous pression avec l'introduction en bourse de SpaceX. On pourrait avoir un scénario de flight to quality. Donc, si je refais un peu le principe, pas du flight to quality, c'est ce qu'on pourrait avoir jeudi. Non, c'est vendredi le 12. Alors, disons, on peut avoir une fuite de capitaux pour revenir, pour aller vers SpaceX.
Donc on a un peu cette phase de liquidité, donc ce qu'on peut avoir là actuellement, qui pourront repartir sur SpaceX derrière, donc automatiquement retourner à ce plafond-là. Ensuite, avec le risque macro actuel, on a quand même des valorisations qui ne devraient pas être à leur prix actuel. D'une part, plusieurs facteurs, tels que la dette, les faibles, enfin les hauts rendements. Donc, de manière macro, on ne devrait pas avoir de... Alors, cette baisse est justifiée, mais est-ce que c'est une vente pour, pour un peu plus de liquidité à réinvestir, étant donné qu'avec une vente ensuite de toutes ces actions, on pourrait clairement avoir un flight to quality. Donc, dans ce scénario, c'est aller vers des valeurs un peu plus refuge. D'une part, les hausses des rendements qui vont avoir lieu, donc plus de dollars, un dollar plus coûteux, des rendements plus coûteux aux entreprises. Donc, c'est un scénario toujours baissier. Et donc, aller vers les obligations. Ce qui devrait, en fait, encore une fois, là, c'est un peu un scénario différent. C'est-à-dire qu'on va acheter les obligations, les rendements vont baisser, mais le dollar va aussi prendre en valeur parce qu'on aura plus d'achat de monnaie et aussi d'achat d'obligations. Donc en fait, dans ce genre de contexte, on n'a pas forcément des taux qui suivent, la monnaie qui ne suit pas les taux. Dans ce genre de scénario, c'est important de le savoir parce que tu peux facilement te faire avoir, dans le sens où si tu utilises des spreads de taux obligataires, bah en fait, tu peux sans doute avoir un signal haussier, d'une part la corrélation, bref, vous avez capté, sauf qu'avec une période de recherche de sérénité en termes de valo, donc en fait en achetant de l'obligation, etc., des valeurs refuges carrément, c'est vraiment le bon terme, et ben en fait on peut avoir une hausse, une baisse des rendements et avoir une hausse de la monnaie, et en fait on perd cette qualité-là. Ce qui fait que sur EURUSD, on pourrait clairement avoir des taux qui baissent et un dollar qui reste extrêmement fort quand même dans un contexte de valeur refuge, de flight to quality. Bref, j'ai fini rapidement là-dessus. De toute façon, côté tech, on est dans un contexte un peu excellent en termes de valorisation, mais globalement, si on regarde le reste des sets magnifiques, on n'est pas forcément sur de très bonnes postures, même s'il y a de très bonnes valos qui s'en sortent extrêmement bien avec des centaines de pourcentages ces derniers mois. Côté VIX, toujours contexte un peu rude, obligataire, j'en ai déjà parlé. Côté Nikkei, alors là c'est le contexte, il est encore plus important. Je trouve que le plus à risque pour l'indice, c'est l'IA. Parce qu'on a quand même une économie qui compte beaucoup sur cette évolution. Je ne vais pas m'attarder dessus, de toute façon c'est pas le sujet majeur. En fait c'est un sujet, non, c'est pas un sujet majeur, c'est un sujet parallèle au contexte actuel. Bref, côté Bitcoin, on est sur on touche au fin de cycle. On s'approche du fin de cycle. La fourchette actuelle, c'est large, c'est 50 000, 40 000 pour des achats. Je n'ai pas forcément une liste technique pure à donner, mis à part peut-être un retracement. Et là, on repart à la baisse derrière, d'une part l'entrée en bourse de SpaceX, XOUSD, cotation dollar, donc baisse. Il y a de données, moins de demandes externes. On n'a pas forcément une forte demande actuellement sur l'or. On en avait une dernièrement, oui, mais là on a une forte baisse. On a eu un pic, c'était en avril, il me semble. Et là on touche clairement à la fin. Enfin, on a eu un changement de tendance en termes d'exportation, du moins. Cuivre, alors en termes d'activité, c'est assez surprenant parce qu'on a quand même quelque chose qui persiste, qui justifie plutôt pas mal la demande de cuivre. Mais de manière cyclique, on ne devrait pas avoir quelque chose d'aussi haut encore. Ça devrait être un peu, ça devrait se recorréler à l'or. Bref. Brent, du coup, on vient de recasser les 96 $. J'y croyais pas forcément. On a quand même un fort risque de reprise de guerre, même si on a des cessez-le-feu qui traînent à droite à gauche. Je suis assez surpris, pas mal de spéculations là-dessus. Il faudra regarder la parité call-put pour vraiment déterminer ce qui est prévu en termes de volatilité, parce que ça encore, ça peut surprendre. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire. De manière simple, les choses attendues, c'est l'inflation US, la BCE et la BOC qu'on va avoir.
L'indicateur aussi qui va être très intéressant de regarder, ça va être les prix à la production. Actuellement, on est dans une posture assez à risque en termes de croissance, donc observer une hausse de cette valeur serait extrêmement mauvais pour les États-Unis. Donc des taux élevés pour ralentir l'économie, ralentir l'inflation, alors avoir un meilleur contrôle des prix à la production, sans doute aussi provoqué par l'énergie et une répercussion des coûts par les entreprises, mais en fait cet ensemble-là va pas permettre... En fait, dans les deux scénarios, avec une hausse du PPI, c'est pas bon. Euh, Ça pourrait vraiment avoir, comment dire... Il faut regarder chacune des composantes qui pourraient permettre d'analyser le futur PIB, et tout ça va permettre d'avoir quelque chose de plutôt correct, enfin correct, un bon indicateur sur le dollar dans son actualité, on va dire.